Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h dont voici les grandes articulations. Comment prévenir le cancer de la peau? L'élément de réponse est à retrouver dans la page santé. Si pour certains, il est facile de travailler dans la même boîte que son partenaire ou son mari, pour d'autres, c'est quasiment impossible. Vous aurez dans cette édition un élément sonore sur le sujet. Le sport vient en fin d'édition avec au menu la publication des listes des nommés pour les prix The Best. Voilà pour l'essentiel en titre. Merci de vous installer pour le développement. À nouveau, bonsoir. Le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, est préoccupé des abus liés à la détention provisoire au Bénin. Il a exprimé sa préoccupation à la faveur d'un séminaire portant sur le dialogue entre le juge de la constitutionnalité et le juge de la légalité. On m'a oublié depuis 15 ans en prison sans jugement. Je suis en détention préventive depuis 7 ans et mon dossier est oublié, sont les plaintes récurrentes qui parviennent à la Cour constitutionnelle selon Dorothée Sosa. La Cour est fréquemment saisie de ces plaintes sur la base de l'article 114 de la Constitution béninoise qui confère à cette juridiction la garantie des droits fondamentaux. Pour Dorothée Sosa, cette responsabilité qui incombe à la Cour soulève une réflexion plus large. Est-il normal que les prisonniers n'aient d'autre recours que de saisir la Cour constitutionnelle? Ne peut-on pas envisager des solutions légales pour prévenir ces abus en amont? Interroge-t-il. Face à l'ampleur des recours, le président avance une approche plus cohérente. Il préconise un dialogue approfondi entre le juge de la légalité, responsable de l'examen de la conformité des actes administratifs, et le juge de la constitutionnalité. Voyons à présent de quoi d'autre est faite l'actualité béninoise ce jour, et c'est avec Samuel Kora. Olivier Bokor et l'ancien ministre Oswald Omekir étaient jeudi 28 novembre 2024 devant la chambre des appels de la Criette. Lors de l'audience précédente, les avocats des deux personnalités proches du président Patrice Talon, impliqués dans une affaire de déstabilisation de l'État, avaient formulé des mesures d'instruction supplémentaires et de nullité à la procédure. Ces différentes demandes n'ont pas eu écho favorable devant les juges de la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Elles ont été toutes rejetées. Rappelons que dans ce dossier, l'ancien ministre des Sports, Oswald Omekir et Olivier Bokor sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, complot d'atteinte à la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics. À travers un communiqué daté du 28 novembre 2024, le ministre des Affaires étrangères, qui est également président du comité d'orientation et de supervision du Hadj, Chegoun Bakari, a annoncé l'approbation de 41 sociétés par l'État pour offrir des services aux pèlerins béninois en 2025. Pour rappel, le quota alloué au Bénin pour le pèlerinage s'établir à 2300 pèlerins. Le processus d'inscription qui débutera sous peu devra être achevé au plus tard le 14 février 2025 sur la plateforme officielle ihadj.aglo. Les responsables des autorités agréées sont cordialement invités à prendre les dispositions nécessaires pour mobiliser les pèlerins et assurer le règlement des frais de participation avant cette échéance. Et pour finir, la mise en place d'un service de transport fluvial a été envisagée dans le cadre d'une stratégie globale de développement des infrastructures de transport au Bénin. Cette initiative permettra de relier Calavir à Porte-Novo. Le fleuve Ouémé, qui traverse cette région, représente un atout naturel majeur à exploiter pour désengorger les routes tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les autorités locales soulignent que le transport fluvial pourrait également désengorger les routes saturées entre Calavir et Porte-Novo, améliorant ainsi la fluidité et la sécurité du trafic. Toutefois, la réussite de cette initiative dépendra d'une planification rigoureuse, de l'adhésion des communautés locales et de l'engagement des autorités à répondre aux préoccupations exprimées. En santé, nous poursuivons avec notre exploration des terrains cancéreux et nous avançons avec celle de la peau. Avec la dermatologue Catherine, nous avons vu la dernière fois ce qu'est le cancer de la peau. Mais comment prévenir cette maladie? L'oncodermatologue Mona Amini Adley nous renseigne. Comment prévenir un cancer de la peau? Il faut savoir que le facteur de risque le plus important des cancers de peau, c'est le soleil.
Et la meilleure protection et la meilleure prévention, c'est se protéger du soleil. Pour se protéger du soleil, quelques règles à savoir. Il faut éviter le soleil entre midi et 16 heures. Et la meilleure protection, clairement, reste vestimentaire. Et il faut se mettre une crème solaire d'indice 30 et plus et 50 au mieux sur toutes les zones de peau qui dépassent le vêtement. Il faut changer sa crème solaire d'une année sur l'autre. Et il faut répéter en quantité suffisante, régulièrement dans la journée, la crème solaire pour qu'elle soit protectrice. Alors les cancers de la peau, c'est différent d'un cancer à l'autre. Il y a 3 grandes variétés de cancers de peau. Le carcinome basocellulaire, le carcinome épidermoïde de la peau et le mélanome. Le carcinome basocellulaire, c'est globalement toute tache ou toute papule, tout bouton rosé qui ne disparaît pas. Le mélanome, c'est une variété de cancer de peau qui est plus rare que les 2 autres, mais c'est le plus grave aussi. Et en gros, le mélanome, c'est un vilain petit canard, c'est pas un grain de beauté, c'est une lésion qui est marron et qui ne ressemble pas aux autres grains de beauté que l'on peut avoir. La règle pour reconnaître ce mélanome est facile. C'est une règle qui suit les premières lettres de l'alphabet, la règle qu'on dit ABCDE. Donc toute lésion marron de la peau qui est A pour asymétrique, qui a une B bordure irrégulière, C pour plusieurs couleurs, D un diamètre de plus de 6 mm et E qui évolue, doit amener à une consultation dermatologique. Concernant le carcinome épidermoïde, globalement le carcinome épidermoïde ressemble à une lésion verruqueuse, c'est croûteux, c'est ce qu'on dit ulcéro-bourgeonnant. C'est une tumeur qui est posée sur la peau, qui a tendance facilement à saigner et qui est râpeux quand on le touche, il est rugueux et ça peut faire mal le carcinome épidermoïde. Ça aussi c'est un signe qui doit alerter une personne quand il y a une lésion nouvelle qui apparaît et qui fait mal, eh bien il faut un rendez-vous de consultation dermatologique. Le meilleur traitement des cancers de la peau reste chirurgical. Il faut savoir que les cancers de la peau ont un excellent pronostic si on s'y prend tôt. Plus on s'y prend tôt, plus il y a des taux de guérison importants. Alors après, il faut savoir que quand les traitements nécessitent des alternatives, c'est possible. Et puis on a de plus en plus de traitements qu'on dit systémiques, qui se prennent par voie générale, soit par comprimé, soit par perfusion. Et notamment dans le mélanome, on a une révolution thérapeutique qui s'est déroulée depuis les 10 dernières années, avec l'arrivée de 2 grandes familles de traitements qui ont révolutionné le pronostic de ce cancer. Donc les traitements des cancers de la peau, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'y prendre tôt et la chirurgie reste le meilleur. En Afrique, il existe plusieurs sortes de brossage dentaire, notamment l'utilisation des cure-dents. On les retrouve encore aujourd'hui, mais son utilisation est remarquée chez des personnes d'un certain âge. À travers ce reportage de Mathilde Aïmoa, on retrouve la préférence des citoyens sur ce sujet. Il est toujours d'actualité, cette ancienne méthode de brossage, mais pas forcément chez les plus jeunes. Le cure-dent n'est pas assez prisé chez ces derniers selon les explications. Déjà de base, on ne m'a pas appris à utiliser le cure-dent. Bien vrai, nous voyons tout le temps nos parents utiliser le cure-dent traditionnel et tout. Et souvent, j'essaie de les copier. J'opte pour la brosse à dents parce que quand j'utilise le cure-dent, je n'ai pas vraiment satisfaction. J'utilise toujours les cuirets dents, même si aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une habitude pour moi. Pour différentes raisons, les Béninois se contentent de la brosse à dents car pour eux, c'est une méthode assez rapide et même efficace. Par contre, cela n'empêche pas certains de reconnaître le mérite des cure-dents. Pour mes expériences et tout, utiliser le cure-dent, je pense que ça c'est un peu plus naturel et ça nettoie vraiment les dents en fait. Laver les dents, se brosser les dents. Je pense que le cure-dent traditionnel permet de mieux le faire. Maintenant, vu que nous les jeunes aujourd'hui, nous n'avons pas forcément le temps, la brosse à dents est un peu plus rapide. Dans les 2 cas, ça marche très bien. Mais moi, personnellement, c'est brosse à dents que j'utilise le plus et au quotidien. Je n'arrive pas à nettoyer de fond en comble les dents. Utiliser les brosses à dents pour nettoyer ses dents, c'est plus rapide en fait. Contrairement aux curés dents qui prennent un peu de temps. Déjà, avec la brosse à dents, c'est le maximum 5 minutes. C'est bien réglé, peut-être dans son blanche. Et maintenant, si je veux, je prends encore les curés dents pour les garder dans la bouche simplement. Vous l'aurez compris, brosse à dents et cure-dent se rencontrent parfois pour la même utilité. Dépression postpartum, un moment pendant lequel la nouvelle maman sombre. Cet état d'être ne laisse pas indifférent le nourrisson. Comment la dépression postpartum impacte-t-elle le bébé? Stéphanie Gberoun-Khessi, psychologue clinicienne et art thérapeute au cabinet psychologique Art de Vivre, au micro de Romaric Tokbe.
Chez le nourrisson, c'est que le nourrisson ne pourra plus être allaité par sa mère parce que sa mère serait sous traitement. Donc, le nourrisson sera allaité avec le lait artificiel. Le nourrisson devra prendre contact avec un substitut maternel le temps que sa mère se rétablisse. Mais après le rétablissement, la relation mère-enfant peut se stabiliser. Donc, ce qui peut poser problème, c'est que pour un temps, l'enfant est séparé momentanément de la mère pour que la mère puisse prendre soin d'elle-même. Et c'est l'allaitement qui ne sera plus naturel, mais un allaitement artificiel. Toutes les femmes dépriment-elles après l'accouchement? Toutes les femmes ne dépriment pas après l'accouchement. Si vous avez des prédispositions héréditaires pour faire cette maladie, vous allez faire la maladie. Si vous êtes dans un environnement stressant, avec des difficultés dans le couple, les complications par rapport à la grossesse, des inquiétudes par rapport à la gestion après la naissance, si vous manquez de soutien social, vous pouvez faire la dépression postpartum. Mais toutes les femmes ne font pas la dépression postpartum. Quel est le rôle du mari ou des proches de la nouvelle nourrice dans le processus de guérison? Toute nourrice a besoin de soutien de ses proches pour l'accompagner dans le soin de son enfant. Surtout si c'est pour sa première grossesse, si c'est pour son premier enfant, c'est bien que les parents soient là pour lui apprendre à prendre soin de son enfant. Parce qu'on apprend à être mère pour un début, à s'occuper de l'enfant, à laver l'enfant, à nourrir l'enfant, à être aux petits soins avec l'enfant. Donc, le mari doit être présent pour soutenir sa femme. Les proches doivent aussi apporter leur soutien pour que cette nouvelle nourrice puisse se sentir rassurée, se sentir suffisamment capable de prendre soin de son enfant, se sentir suffisamment aimée pour pouvoir aimer son enfant en retour. Ce journal se poursuit et on parle littérature à présent. L'Institut français de Cotonou a accueilli hier la cérémonie de lancement de 2 œuvres littéraires qui encouragent à la dénonciation des violences basées sur le genre. Ola Grâce Adjé vous emmène à la découverte des 2 joyaux. L'une des salles de l'Institut français de Cotonou a abrité hier la cérémonie de lancement des œuvres littéraires À l'encre de nos silences et Philoyon, une voix qui s'élève. L'objectif de ces œuvres est d'aider les filles et femmes victimes de violences à se relever. À l'entame de la cérémonie, la représentante de la marraine de l'événement, Raïssa Prudencio, a présenté le contexte de sortie des 2 œuvres. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un moment qui dépasse la littérature et l'art. Ce moment est une déclaration contre l'oubli, contre le silence et contre toutes les formes d'oppression qui, depuis des siècles, ont muselé des millions de femmes à travers le monde. Ces 2 œuvres, À l'encre de nos silences et Philoyon, une voix qui s'élève, ne sont pas de simples livres. Elles s'inscrivent dans une lignée historique. Une lignée où des voix, souvent réduites au silence, ont trouvé le courage de se lever et de dire assez. Elles rejoignent le combat des femmes qui, comme Olympe de Gouges, ont risqué leur vie pour écrire que la femme a le droit de monter à l'échafaud. Que faut-il retenir des 2 joyaux? Constantin Amoussou, critique littéraire, a exposé l'essentiel à retenir de la bande dessinée Philoyon, une voix qui s'élève de Angela Kweidja et Jacob Djossou. Philoyon, une voix qui s'élève. Philoyon, c'est un prénom de femme. Il s'agit de mettre en évidence une réalité qui est assez présente et qui est de façon transversale présente dans tous les milieux où l'homme et la femme se meuvent, plus singulièrement. Parce qu'il s'agit d'un ouvrage consacré à l'engagement de Madame Kweidja contre les violences basées sur le genre. Tout singulièrement qui est une bande dessinée qui a été réalisée avec l'accompagnement de M. Jacob Djossou, l'illustrateur de l'ouvrage, a mis en présence le personnage de Philoyon. Une jeune dame, disons une demoiselle, qui de son milieu de formation, du milieu académique au milieu professionnel, en passant par le stage et l'ensemble des autres étapes de son accomplissement, sera confrontée à la question cruciale du harcèlement.
Que nous fait découvrir à l'encre de nos silences de Angela Kpeidja, Constantin Amossou. À l'encre de nos silences relate de façon alternée tantôt des histoires dont Angela aura été presque en tout cas la narratrice, sans avoir été elle-même le personnage principal, la victime, et quelquefois de façon, comme je le disais, alternée, des récits de personnes ayant vécu des faits et pouvant trouver à travers elles. Discussion et reconnaissance des auteurs ont marqué la cérémonie de lancement des œuvres littéraires. Cette dernière a connu la présence du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Hungbeji, du conseiller technique à la culture du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Florent Kwaozoti, et bien d'autres personnes amoureuses de la lecture et défenseurs des droits des filles et des femmes. D'une nouvelle à une autre, il est de plus en plus courant de voir les jeunes converger vers cette tendance, avoir un iPhone. Mais quelles sont les raisons derrière ce choix du moins coûteux? Ola Grâce Adjé a recueilli pour vous quelques avis. Bon, moi personnellement, j'utilise un téléphone de Mac iPhone juste parce que, et d'abord, c'est un téléphone qui ne rame pas. Peu importe, et les tâches combinées ensemble, et aussi c'est un téléphone que j'utilise pour accéder à une connexion internet sur mes ordinateurs, et la connexion elle est très bonne et stable, ce qui me permet de faire rapidement beaucoup de choses. En fait, le téléphone en lui-même, il est dynamique. Le téléphone ne se plante pas souvent. J'ai expérimenté l'iPhone depuis que j'ai le bac. Avant, c'était un Android, j'utilisais un Infinix. Encore, bon, on utilisait les trucs tranquillement, mais quand j'ai découvert l'iPhone, je suis tombé amoureux. Déjà, le design, la qualité de l'écran, la qualité de la photo surtout, et des vidéos, fonctionnalité en fait, tout est millimétré. Et, vraiment, j'étais séduit en fait. En fait, le téléphone en lui-même, il est dynamique. Le téléphone ne se plante pas souvent. Bien que la loi n'interdise pas l'amour au travail et que certains dans leur charte ou règlement intérieur on arrive à formuler ce type d'interdiction, les citoyens sont divisés sur la question. Que pensent les citoyens de la ville d'Abomey-Calavi sur la possibilité de travailler avec son partenaire dans le même lieu de travail? Suivons plutôt. Accepteriez-vous de travailler dans le même lieu de travail que votre partenaire? Pour les femmes, la réponse elle est claire et très simple. Pour moi, c'est non. Travailler dans le même lieu de travail avec mon partenaire, c'est non. Pourquoi? Quand vous travaillez, toi et ton mari, dans le même secteur, les probabilités que quelqu'un de vous démissionne ou se comporte d'une telle manière qu'on le licencie sont très fortes. Pourquoi je le dis? Imagine ta femme est secrétaire dans une entreprise et toi tu es un coordonnateur, tu es aussi employé dans cette même entreprise. Le fait de voir une secrétaire et son patron, chaque fois la secrétaire fait les navettes entre le bureau de son patron, être là-bas, prendre le temps. Une secrétaire naturellement, elle doit être toujours joyeuse parce qu'elle est à l'accueil, donc tout le monde doit voir ses dents à tout moment. Elle peut pas venir au travail toujours dans les mines. Même le patron, les clients vont se plaindre et le patron voudra la renvoyer peut-être, tu vois. Donc, elle sera taquinée par tous. Et connaissant la nature de l'homme, déjà, il se mettra des idées arrêtées dans la tête, tu vois. Et ma femme, tout le temps avec le boss, ils se disent quoi, elle rentre dans le bureau du boss, dans la chambre, il ne pourra pas supporter. La jalousie ne lui permettra pas de supporter ça. Et ainsi, peut-être, il va vouloir manquer du respect à son patron, bien quand le patron lui parle, au lieu de répondre normalement, il va se comporter, tout ça là. Et le patron aussi, il va vouloir le licencier. Pour d'autres, ils vont dire oui, c'est bon. Le couple peut aller ensemble au service, revenir ensemble, tout ça là. Mais pour moi, non, je ne vais pas accepter. Parce que il a les yeux sur toi. Tout est faits et gestes. Ton partenaire a les yeux sur toi. Il sait tout. Tu comprends? Il sait tout. Même ton salaire, s'il veut, peut-être, il peut connaître exactement à combien tu es payé, quand tu travailles, quand tu ne travailles pas. Tout, il est au courant de tout, tu vois un peu. Et il peut te surveiller aussi, tout ça là. Si je dis surveiller, c'est pas chose là. Et comment on dit, pour voir, pas même si tu vois ailleurs, non.
Mais il peut te surveiller, voir ce que tu fais. Si à l'heure là tu travailles, si à l'heure là tu ne travailles pas, tu es où? Et aussi, ça peut amener des jalousies. Si par exemple, il te voit tout le temps avec avec des hommes en train de causer, tu connais les hommes, ils sont tellement jaloux, il va se faire des films dans sa tête, se dit que ma femme me trompe avec elle, ma femme me fait ci avec elle. Pour éviter les problèmes, chacun aura travaillé quelque part dans différents lieux. Sur cette même préoccupation, la vie des hommes est en opposition à celle des femmes. De ma part, moi, je dirais oui, dans le sens où nous arrivons en effet à dissocier notre relation de couple de notre relation au travail. Parce que certainement, il y aura en fait une supériorité, une hiérarchie au travail. Et donc, chacun devrait respecter son hiérarchie. Je pense que si on arrive à dissocier la relation, le couple de la relation du travail, je pense que l'on peut très bien travailler au bureau, dans un même lieu de travail avec son partenaire. J'accepte de travailler dans la même entreprise que ma femme, en ce sens que si je suis employé d'une entreprise et que on cherche un profil, l'entreprise cherche un profil, et que je vois que ma femme a ce profil et elle est à la maison, elle ne fait rien, je peux toutefois la faire appel et qu'elle va postuler. Si elle postule et que l'entreprise l'accepte, moi ça ne me dérangerait en rien. De la même façon, elle peut être dans une entreprise et que elle va voir que bon, ils ont besoin d'un profil que son mari a. Et en ce sens, si elle me fait appel et que je dépose le dossier et que les patrons m'acceptent, c'est bon, on va travailler dans la même entreprise. Seulement que on ne va pas s'afficher, on ne va pas montrer à tout le monde que nous sommes mari et femme. À moins que ceux qui nous connaissent peuvent témoigner, sinon le reste, on le fera et personne ne saura même que nous sommes mari et femme dans l'entreprise. Pour les uns et les autres, la vie est donc partagée sur la question de travailler avec son partenaire dans le même lieu de travail. Des nouvelles hors de nos frontières à présent, et c'est avec Ola grâce à Dieu. Dans le district de Bulambuli, situé à l'est de l'Ouganda, de violentes pluies ont inondé 6 villages, engloutissant des dizaines de maisons. Le bilan est lourd. Au moins 15 personnes ont perdu la vie et plus de 100 sont toujours portées disparues. Face à l'ampleur de la catastrophe, les voix s'élèvent pour demander la relocalisation des populations affectées. Les pluies torrentielles des derniers jours ont causé de graves inondations dans le nord-ouest après que l'un des affluents du Nil a débordé. En réponse, le bureau du Premier ministre a émis mercredi une alerte aux catastrophes, signalant que plusieurs routes principales du pays étaient désormais impraticables. Alors que le Mozambique est en proie à des manifestations post-électorales, les gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de la Norvège et de la Suisse ont conjointement tenu à condamner l'intensification des violences, mais surtout ont demandé l'ouverture d'une enquête sur l'incident de ce mercredi 27 novembre. Un véhicule de police a fauché une femme lors d'une manifestation dans la capitale pour soutenir le leader de l'opposition qui conteste les élections d'octobre, situation qui a entraîné de nouvelles manifestations antigouvernementales. Pour finir, le Tchad met fin à l'accord de coopération en matière de défense avec la France, révisé le 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Dans un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, N'Djamena a annoncé sa décision de mettre fin à 66 ans de coopération en matière de défense avec la France. Cette décision rendue publique le 28 novembre, date marquant l'anniversaire de la proclamation du Tchad en tant que république en 1958, symbolise une volonté affirmée du pays de reprendre pleinement sa souveraineté et de redéfinir ses partenariats stratégiques en fonction de ses priorités nationales. Le sport à présent, c'est une nouvelle étape dans la saison des récompenses du football mondial. Après le Ballon d'Or, c'est au tour de la FIFA de publier les listes des nommés pour ces prestigieux prix The Best. L'annonce a été faite ce vendredi, mettant en avant les candidats dans plusieurs catégories comme meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur entraîneur ou encore meilleur gardien. Lionel Messi, qui avait remporté le prix du meilleur joueur en 2023, figure de nouveau parmi les prétendants cette année. Le septuple Ballon d'Or, vainqueur de la Copa América, représente l'Argentin dans la catégorie phare. À noter qu'il est le seul joueur albicéleste nommé pour ce trophée en 2024. Une présence qui étonne tout de même au vu de la saison stratosphérique de Lorato Martinez, oublié donc dans cette liste.
Cette édition met particulièrement à l'honneur les talents espagnols, vainqueurs de l'Euro avec Dani Carvajal, Rodri et Lamine Yamal, présents dans la catégorie du meilleur joueur. Le Real Madrid est également bien représenté grâce à ses nombreux joueurs en lice dont Jude Bellingham, Toni Kroos, Federico Valverde, Vinicius Junior et Kylian Mbappé qui a rejoint le club madrilène cette saison. Qui siffle la fin de cette édition. Parfait Afodéou a assuré la mise en onde et Ola grâce à Dieu la réalisation. À la présentation, je suis Carmen Rodéou. Bon week-end à vous. Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien.